Xavier Hofer, Édouard Philippe a présenté hier devant les députés son discours de politique générale censé donner un nouveau souffle au mandat d'Emmanuel Macron. Il a également fait un petit état des lieux de la sécurité en France et il a déclaré notamment que certains actes criminels avaient baissé, notamment les cambriolages. Qu'en est-il réellement dans le pays aujourd'hui ? Alors, deux choses. La première est que M. Philippe, le Premier ministre, a parlé de la criminalité. C'est déjà bien, parce qu'on avait un peu perdu le goût de la chose. Hollande régnantait, la poussière était balayée sous le tapis. Donc, c'est déjà bien que la réalité du phénomène criminel en France ait été abordée. En plus de ça, elle a été abordée dans des termes corrects. Vous savez que le fait de nommer les choses est essentiel, parce que quand on ne nomme pas bien en maladie, par exemple, on ne peut pas faire le diagnostic. Donc, il n'a pas utilisé le terme édulcorant de délinquance censé évacuer le fait que derrière puisse y avoir de méchants criminels, mais uniquement de petits gamins espiègles qui tirent la sonnette et qui partent en courant, quoi. Des délinquances, c'est ça. C'est le vol de carambar au supermarché. Donc, il n'a pas employé ce terme-là et il a nommé les choses à peu près correctement. Donc, il faut toujours être honnête quand on fait des commentaires. Ça, c'est un bon point. Maintenant, on a l'impression que cet homme, comme à peu près tous ses prédécesseurs de la période récente, s'est fait berlurer par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, en France, triche. Alors, il n'est pas le seul. Par exemple, en Allemagne, il triche beaucoup aussi en matière de criminalité des migrants. Si vous saviez le nombre de trucs qui planquent dans les coins et qu'ils n'avouent pas, c'est terrible. Et en gros, dans les grands pays de l'Union européenne, avec une population à peu près comparable à celle de la France, vous avez les Anglais qui sont parfaitement honnêtes et fair-play, et les statistiques britanniques sont généralement, enfin pratiquement toujours honnêtes. Quand ça va bien, ils le disent, quand ça va mal, ils le disent aussi, et les chiffres sont, quand on vérifie, à peu près justes. Tel n'est pas le cas de la France, et notamment dans les deux domaines évoqués par M. Philippe, c'est-à-dire le domaine des vols à main armée, des vols avec armes, et le domaine des cambriolages. Alors, chacun sait, le dernier des gendarmes, le policier le plus modeste, le magistrat arrivé depuis une semaine dans sa corporation, c'est qu'il y a en France des milliers. Les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur nous disent environ 8000 vols avec armes par an. Théoriquement, le vol avec armes, c'est la cour d'assises. On peut aller jusqu'à 20 ans en prison et on peut avoir jusqu'à 300 000 € d'amende. Mais voilà, vous vous rendez compte le nombre de procès d'assises que cela ferait si vous faites... Alors on trouve naturellement pas tous les auteurs de vol à main armée, et certains auteurs de vol à main armée peuvent en avoir commis plusieurs, ce qui fait que 8000 vols à main armée, ça fait pas 8000 voleurs à main armée, bien entendu, il y en a moins. Mais imaginez déjà 2 ou 3000 procès d'assises par an pour vol à main armée. C'est épouvantable, parce qu'un haut magistrat m'a dit, le vol à main armée, pour lequel on fait un procès d'assises, ou tout autre procès d'assises, du fait qu'il y a des témoins en grand nombre, du fait qu'il faut des analyses d'ADN, Bref, il y a un appareil scientifique et un appareil autour du procès d'assises qui fait que le coût moyen du procès d'assises est de 600 000 €. Alors, vous multipliez 600 000 € pour un procès d'assises par genre 2000 braqueurs à juger par an, et le budget du ministère de la Justice explose en vol et coule à pic. Donc, ça n'est pas possible. Ainsi, entre le moment où l'épicerie du coin est braquée et le moment où il y a le parquet ouvre une infraction sur un thème ou sur un thème précis, eh bien, il y a toute une espèce de machine qui se met en marche, dans laquelle l'officier de police qui a été constaté le vol à main armée arrive au commissariat. Le commissaire lui dit « Oui, mais non, tu peux pas mettre ça dans cette catégorie-là. On en a déjà eu 3 de cette année. Alors, tu vas voir, on va faire exploser nos chiffres. » Donc, ça passe de la catégorie crime à la catégorie délit, et c'est sous-qualifié en vol avec violence ou vol en réunion, etc. Voilà. Donc, et après ça, ça s'appelle la nature d'affaires, NATAF en langage de police, et après ça, ça passe au parquet où ça devient NATINF, nature d'infraction. Et ainsi, vous avez une machine à épépiner les vols à main armée, et là où il y en a 1000 à un bout, il en reste 100 à la sortie. Alors, bien entendu, une fois que c'est qualifié comme ça sort aussi de la statistique. Ceux des cambriolages, puisque c'est le deuxième point évoqué par le ministre, ne sont pas honnêtes non plus.
mois par mois, le ministère de l'Intérieur, dans son service de statistique, publie les cambriolages de résidence principale. Vous avez un appartement, il est cambriolé, c'est dans la statistique publique. Si jamais vous avez à la campagne une grange, ou alors si jamais votre oncle Ernest est maire et que la mairie a été cambriolée, ou si jamais vous avez une résidence secondaire qui a été cambriolée, ça ne figure pas dans la statistique publique. Or, les cambriolages de non-résidence principale, tout le reste, les locaux agricoles, les locaux industriels, les locaux officiels, tout ça, etc. D'après ce que disent les statisticiens, ça représente entre 40 et 45% du total. Donc ce qu'on publie mois par mois par le ministère, en balayant là aussi allègrement la poussière sous le tapis, c'est 60 à 65%, pas plus, du nombre des cambriolages véritablement commis en France. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus en France que par exemple dans les pays de taille comparable. J'ai dit tout à l'heure l'Allemagne et puis la Grande-Bretagne. Donc on a énormément de cambriolages en France et plus que d'autres pays d'Europe. Voilà ce qu'on peut dire sur la réalité des chiffres fournis par M. Philippe. En fait, c'est terrible ce que vous dites parce que on parle souvent de la banalisation de la criminalité, on parle d'une société qui sent sauvage, mais en fait, cette banalisation de la criminalité, finalement, elle est presque le fait du ministère de l'Intérieur lui-même et de des services compétents, en fait, qui banalisent eux-mêmes les crimes en les sous-catégorisant et en finalement les faisant rentrer, en fait, dans les mœurs. Tout simplement, quand on sous-catégorise, on fait rentrer dans les habitudes, dans les mœurs. Alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il est évident que, pour des raisons X ou Y, alors, sans doute faudrait-il modifier la loi sur ce que la gravité du vol à main armée, et par exemple, peut-être en créer 2 ou 3 catégories, et ne pas juger devant la même sorte de tribunal le vol du train postal et puis le type qui a été piqué 12 € et 3 paquets de cigarettes au bureau de tabac du coin. Mais n'empêche que ce sont des infractions sérieuses. Il y a des gens qui sont traumatisés, il y a des gens qui sont blessés, parfois il y a même des gens qui sont tués. Donc on ne peut pas prendre tout ça à la légère. Et surtout, chose que sans doute les gens du gouvernement ignorent parce qu'il n'y a pas assez de criminologues parmi eux, le vol à main armée, c'est un des éléments essentiels de la vie criminelle. C'est très important. C'est-à-dire que dans une carrière criminelle, l'individu qui n'a pas braqué, on peut s'en prendre à lui, il n'est pas courageux, il n'est pas brave. Tandis que quand on dit « t'as vu Momo, il a attaqué la BNP », etc., donc là, au moins, on le respect, quoi. Hein, voilà, il y a respect pour lui. Et ça, c'est important. Maintenant qu'on a établi le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème d'insécurité, finalement, qui empoisonne, en fait, la vie des Français ? Alors, il y a quand même un point sur lequel le Premier ministre a dit quelque chose d'intéressant, c'est le fait de remettre tout à plat des services de police et de renseignement affectés à la lutte contre le trafic de stupéfiants. À l'heure actuelle, suite à une série de scandales avec des ripoux, avec des magistrats qui ont fait le contraire de ce qu'ils auraient dû faire, etc., notre système de lutte contre les stupéfiants est par terre. Il ne s'agit pas uniquement du cannabis, mais l'inondation de cocaïne que subit l'Europe à l'heure actuelle, très dangereuse. Et voilà, donc ça, c'est une bonne idée. Mais ça ne suffit pas parce que, bien entendu, qui dit vente de drogue signifie que des quartiers doivent être sous contrôle de manière à pouvoir y faire du deal et que les clients y viennent. Et ça, c'est quelque chose dont le ministre de l'Intérieur, notre pittoresque ministre de l'Intérieur, parle peu, qui est la lutte contre les bandes. L'activité criminelle, surtout pour les petits lascars, là, les racailles de banlieue, c'est une activité collective. Nous avons affaire à des bandes ou un degré en dessous, à des structures moins permanentes que des bandes qu'on peut apparenter à ce que sont les meutes. Vous savez, les meutes qui s'agrippent à un moment donné, qui s'agglutinent et puis ils font leur travail, leur sale boulot et qui après ça se dispersent. Hein, voilà, donc c'est soit des bandes, soit des meutes. Et les bandes et les meutes, il faut pouvoir les dissoudre de manière à ce que le contrôle criminel sur un certain nombre de quartiers en France, quartiers dont le nombre s'accroît chaque année, cesse, ou alors en tout cas repasse sous la zone de l'insupportable, quoi. Alors comment ça se passe ? D'abord, où ça se passe ? Il y a à la louche, d'année en année ça varie un petit peu, mais en moyenne, si on établit le curseur là où il est le plus souvent, c'est 26 départements touchés gravement par ce qu'on appelle les violences urbaines. Dans les 26 départements en question, il y a beaucoup de violences urbaines. Au total, les 3/4 ou les 4/5 de toutes celles qui sont commises en France, et dans d'autres départements, il n'y en a pas du tout.
la Creuse, la Corrèze, les Ardennes, etc. Voilà, tranquille. Mais la Seine-Saint-Denis, pas tranquille, le Nord, pas tranquille, etc. Voilà, donc des départements comme ça qui sont très affectés par tous les trafics, toutes les émeutes, toutes les incendies de voitures, toutes les, courses-poursuites engagées contre les policiers quand ils mettent les pieds dans ce qui sont des coupes-gorges et que les médias appellent gentiment des quartiers sensibles. Voilà, donc tout ça doit être pris en compte et c'est dans 26 départements. Dans les 26 départements, il y a donc ces bandes plus ou moins stables, mais en tout cas, qu'elles soient temporaires ou qu'elles soient plus fixes, il y a au centre un petit noyau d'individus qui sont dans la criminalité au quotidien et ce que la criminologie du 19e siècle appelait joliment des criminels d'habitude. Voilà. C'est ces individus-là qu'il faut cibler. Combien y en a-t-il en France? Pas tant que ça. C'est-à-dire que, par exemple, la première fois qu'une analyse visant à savoir ce que c'était que le noyau dur à l'échelle d'un département a été faite, c'était dans le Val-de-Marne, et on a choisi les individus qui avaient 17 ou plus frictions avec la police ou la justice. Il y en avait moins de 50 pour le département. J'ai demandé à d'autres préfets, des préfets de police qui m'ont dit « ouais, dans mon département, dans le Nord, c'est un peu rock'n'roll, il y en a plus d'une centaine, etc. » Mais en réalité, il n'y a pas grand monde. Et quand on fait le total pour les 26 départements, ce sont quelques milliers d'individus. Si, en employant les méthodes qu'il faut, et on y reviendra, on désagrège l'espèce de mentalité de meute ou de mentalité de bande qui anime ces individus, si on les met hors d'état de nuire, préventivement ou alors par la répression, on a un effondrement de la criminalité des rues en France. Et on peut y arriver. Comme je suis un peu taquin, j'ajouterais que la recette, elle est toute trouvée. Ça consiste à appliquer aux racailles la sévérité terrible dont on a fait preuve vis-à-vis des gilets jaunes. Vous allez voir que ça marchera.